bonjour, merci de nous avoir rejoints pour cette session qui s'annonce passionnante et au cœur de l'actualité. Énergie, énergie, un approvisionnement géostratégique. Et combien? Nous allons parler des États-Unis, nous allons parler de Chine, nous allons parler de pétrole, de gaz, de nucléaire. Et pour en débattre, j'ai le plaisir d'avoir à ma droite Sofia Wetmanska. Vous êtes cofondatrice et vice-présidente du Reform Institute. Vous nous parlerez notamment des politiques énergétiques européennes, de la façon de limiter nos dépendances. Juste à votre droite, vous avez Nicolas Maes. Vous êtes directeur d'Orano. Donc vous allez évoquer les questions, le cycle du combustible. Et là encore, comment est-ce qu'on peut limiter nos dépendances? Quels sont les atouts de la France? Xavier Péchatsik, vous êtes président du directoire de RTE. Et on va parler des réseaux, de la transformation nécessaire, 100 milliards d'investissements à l'horizon 2040. Et puis, Brigad McCone, vous venez de l'autre côté de l'Atlantique. Vous êtes chercheur principal et directeur du Hudson Institute. Vous êtes un pur produit de la guerre froide, d'une certaine façon, puisque votre institut a été fondé en 1961 par des anciens de la Rand Corporation. Et je crois qu'il y a un Français qui a d'ailleurs participé à vos travaux, je crois que c'était Raymond Aron. Et vous avez même eu, je crois, un bureau il y a très longtemps à Paris. Pour présenter les enjeux de cette table ronde, Valérie Mignon, vous êtes économiste et membre du Cercle. La parole est à vous. Merci beaucoup Patrice et bonjour à tous. Donc la guerre en Ukraine nous a brutalement rappelé une réalité que nous avions peut-être quelque peu négligée, à savoir que l'énergie n'est pas seulement une ressource économique, c'est aussi une arme géopolitique et l'approvisionnement en énergie est désormais un enjeu de sécurité nationale à part entière. Alors pendant longtemps, on a considéré l'énergie comme une question, j'allais dire, technique ou logistique, mais elle est donc aussi un levier stratégique, un gage de souveraineté et surtout une source de dépendance. Alors prenons un exemple qu'on connaît bien, l'exemple du gaz russe. Donc pendant des années, l'Europe s'est appuyée sur ses importations bon marché dans l'idée que le commerce contribuerait à la stabilité des relations. Or, vous le savez tous, dès que le conflit russo-ukrainien a éclaté, eh bien, cette dépendance s'est retournée contre les pays européens. Les livraisons ont été suspendues, les prix se sont envolés et la question énergétique est devenue une urgence politique. Et cette situation, elle dépasse très largement le seul cas du gaz russe. On pourrait par exemple citer le pétrole du Moyen-Orient, le gaz naturel liquéfié du Qatar ou encore les matériaux critiques que l'on extrait en Chine ou en République démocratique du Congo, par exemple. Et donc la majorité des États industrialisés sont en fait structurellement dépendants de ressources géographiquement concentrées. Et cette concentration, elle accentue la volatilité des marchés et elle alimente les tensions internationales. Le basculement vers une économie bas carbone n'échappe absolument pas à cette logique. Vous le savez aussi, les batteries, les panneaux solaires, les éoliennes, les véhicules électriques, eh bien, ça nécessite du lithium, du cobalt, des terres rares, etc., c'est-à-dire des matières premières qui sont au cœur de chaînes d'approvisionnement longues, fragiles et souvent contrôlées par un petit nombre d'acteurs. Et donc, la transition énergétique n'est donc évidemment pas synonyme de souveraineté énergétique. Dit autrement, en sortant des énergies fossiles, on ne sort pas du tout des logiques de dépendance, on en change seulement la nature. Alors, quelles sont dès lors les pistes envisageables pour répondre à ce défi, celui de l'approvisionnement en énergie? Alors, il y en a plusieurs. Une première piste, c'est la diversification. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut diversifier nos sources d'énergie, nos fournisseurs, mais aussi nos technologies. Et là, je dirais qu'il ne faut pas tout miser sur une solution unique, fût-elle renouvelable. Deuxième piste, c'est de développer précisément les énergies renouvelables. Alors l'avantage, c'est que celles-ci peuvent être produites
en partie au moins, hein, localement, ce qui réduit l'exposition aux tensions internationales. Mais cela ne suffit évidemment pas, hein, à garantir l'autonomie stratégique, puisqu'il faudrait alors en maîtriser toute la chaîne de valeur, c'est-à-dire, par exemple, hein, l'extraction, le raffinage, la production, le recyclage, etc. Une troisième piste consisterait à investir dans le stockage et l'efficacité énergétique. Il ne suffit pas, vous le savez, hein, il ne suffit pas de produire de l'énergie, il faut aussi savoir la stocker, la transporter et l'utiliser intelligemment. Donc ça suppose quoi? Eh bien, ça suppose des réseaux modernisés, des batteries performantes, par exemple, des bâtiments moins énergivores, des transports décarbonés, etc. Et tout cela, eh bien, ça a un coût, ou plutôt des coûts financiers, bien sûr, technologiques, mais aussi diplomatiques. Atteindre une forme, je dirais, d'autonomie énergétique, demande en effet du temps, de la coordination, des alliances stratégiques, et donc une approche qui est profondément géopolitique. Et c'est là peut-être l'enjeu central. Une souveraineté énergétique totale, on va en débattre, hein, mais une souveraineté énergétique totale est hors d'atteinte. Okay ? Aucun pays ne pourra produire à lui seul, tout le temps, tout ce dont il a besoin. Mais une autonomie stratégique renforcée est peut-être possible. Ça signifie quoi? Ça signifie dépendre moins, dépendre mieux, mais surtout dépendre de partenaires choisis, fiables, hein, et que l'on va choisir dans le cadre d'alliances équilibrées. Donc au total, la question énergétique ne peut plus être dissociée, hein, bien sûr, des équilibres géopolitiques globaux. Elle est au cœur, hein, cette question, elle est au cœur des politiques industrielles, des engagements climatiques et de notre sécurité collective. Donc elle exige un changement profond de paradigme, c'est-à-dire qu'il va falloir passer d'une logique de gestion de flux à court terme à une véritable stratégie de résilience sur le long terme. Donc on va débattre de tout ceci, hein, aujourd'hui avec nos 4 intervenants que nous sommes ravis d'accueillir. Patrice. Merci Valérie, merci surtout de poser les enjeux énergétiques dans toute leur complexité. Brecan McCone, comment justement est-ce que les États-Unis voient cet enjeu de souveraineté? Alors l'Europe a mis l'accent sur la neutralité carbone, il y a eu le grand programme IRA de Biden sur les énergies renouvelables, et puis il y a eu la volte-face de Donald Trump. Alors comment comprendre la stratégie énergétique aujourd'hui des États-Unis? Well, thank you very much. First of all, eh bien, merci beaucoup. Tout d'abord, je m'excuse, je dois m'adresser à vous en anglais parce que je vous assure que mon français n'est pas joli. Ma femme me dit qu'elle a l'impression que je parle italien quand je parle français. Donc, merci d'abord aux organisateurs, à la ville, à notre modérateur expert, les collègues du panel, mesdames et messieurs le public. Et je dois dire qu'aujourd'hui, aux États-Unis, nous fêtons notre anniversaire. Et ça, c'est largement grâce à la France et Lafayette, sans qui cela n'aurait jamais été possible. Et sur les relations transatlantiques, on a entendu certaines personnes dire que c'est fantastique, d'autres qui disent il y a un mot pour ça, vous avez un mot pour cela, et que cela va s'empirer. Je peux dire que si vous, votre famille, avez une famille où personne ne se dispute, où il n'y a jamais de dispute ou de différence d'opinion, merci de me faire savoir parce que j'aimerais tellement être adopté par votre famille. Mais pour être sérieux, nous avons ce changement de l'administration Biden à l'administration Trump. Et l'Amérique est divisée sur la question de l'énergie. Ce que je peux vous dire, c'est qu'à la fois les républicains et les démocrates cherchent à comprendre quelle est la définition de la sécurité énergétique. Et ça, c'est quelque chose que j'étudie à Hudson. Et en fait, c'est l'intersection d'avoir l'énergie qui est disponible, accessible. Accessible, cela veut dire fiable, et ce n'est pas trop onéreux. Si on regarde l'invasion russe de l'Ukraine en 2022 et on voit ce qui s'est passé après, et on voit ce qui s'est passé en Allemagne et en Europe avec la crise de l'énergie, on peut dire que votre point de la diversification est vraiment important.
Et alors qu'on souhaite passer vers un mix à faible carbone, cette question de coût continue à survenir. Les États-Unis ont fait passer la loi de la réduction de l'inflation par le président Biden. Il ne s'agit pas de réduire l'inflation, mais il s'agissait de dépenser beaucoup d'argent. Il a donné de l'argent à beaucoup de monde, y compris l'industrie verte. Il a été fortement critiqué en Europe parce qu'il donnait de l'argent gratuitement à la technologie verte. Et l'Europe disait que ce n'était pas juste. Et maintenant, Trump dit qu'il faut arrêter de donner de l'argent aux gens. Si on y arrive, on y arrive. Si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Donc, c'est juste. Il appelle ça le scam énergétique. Je pense que la vérité est un peu au milieu. Et l'Amérique se trouve dans une position un peu différente du fait de l'abondance du pétrole et du gaz naturel, qui pour nous a été une bénédiction, étant donné la crise au Moyen-Orient dans les années 70 et la dépendance des autres pays. Mais la leçon à retenir, c'est que le monde ne continuera qu'à utiliser plus d'énergie, pas moins. Et donc, c'est ce qui nous a amenés ici. Peut-être qu'un jour, l'énergie sera tellement efficiente qu'on en utilisera moins. Peut-être que la population va se stabiliser, mais pour l'avenir immédiat, on va en utiliser davantage. Et la bonne nouvelle, c'est que depuis plusieurs années, nous avons déployé plus d'énergie renouvelable que jamais auparavant. En 2024, je pense que c'était 3,7. Je veux toujours dire gigawatts, mais j'ai vu le film l'autre jour. Des hexajoules d'énergie. Mais ça n'a représenté que la moitié de la croissance énergétique à travers le monde. L'autre moitié venait quand même de l'énergie fossile. Et ça reste 70% de ce qu'utilise le monde. Donc la question, c'est comment développer l'énergie de manière responsable, à un coût fiable, sans l'industrialisation de nos propres économies, tout en diversifiant la chaîne d'approvisionnement, comme l'a souligné Valérie, et comment le faire de manière qui diminue notre dépendance sur des pays individuels. Disponible et à un prix raisonnable, quitte peut-être à faire, non pas l'impasse, mais à différer, si j'ai bien compris, les investissements concernant la lutte contre le changement climatique et la neutralité carbone, compte tenu aussi de l'environnement économique. Je me tourne vers vous, Nicolas Maes. Vous êtes directeur d'Orano, donc la France a longtemps été fière de son industrie nucléaire, et puis il y a eu cette valse hésitation sur le sujet, attendre, fermer certains réacteurs, et puis aujourd'hui un retour du nucléaire. Sur le cycle du combustible, comment est-ce que la France peut garantir ses approvisionnements, sa souveraineté énergétique? Expliquez-nous ça. Vous avez 5-6 minutes? Peut-être juste pour revenir sur le fait que le nucléaire, par essence, est une énergie qui a une dimension géostratégique. C'est vrai d'un point de vue social et technique, pas de développement sans énergie, pas d'énergie décarbonée sans un mix qui s'appuie sur du renouvelable et, si vous n'avez pas la chance d'avoir de l'hydraulique, du nucléaire. Dans une perspective historique et diplomatique, le nucléaire civil est né à l'ONU en 1953 avec le discours d'Eisenhower, Atoms for Peace. Et puis l'Union européenne est née en 1957 avec la signature du traité Euratom, l'un des 3 traités fondamentaux de l'Union européenne. Enfin, dans une perspective financière, l'un des enjeux clés du nucléaire est de pouvoir le financer. Jusqu'à très récemment, les grandes institutions financières multilatérales refusaient de financer le nucléaire. En tout cas, l'ont fait pendant 10 ou 15 ans. Et puis maintenant, la BEI, avec un prêt à Orano de 400 millions d'euros. Et puis la semaine dernière, la Banque mondiale ont fait lever ces verrous et se sont remises à vouloir financer le nucléaire, mais dans une dimension très multilatérale. Ensuite, l'énergie nucléaire a 2 jambes. Il y a celle des réacteurs dont on parle tout le temps, l'EPR, voilà. Et puis on parle également des start-up, tous les AMR, SMR qui vont arriver. Ça, le réacteur, c'est l'une des jambes. La deuxième des jambes, c'est le combustible qu'on utilise pour ces réacteurs, qui est parfois le grand oublié du sujet. Tous les développements des start-up du nucléaire ont beaucoup parlé de leurs réacteurs. En fait, la plupart d'entre elles s'appuient sur une chaîne du combustible qui n'existe pas aujourd'hui, qui est en cours de développement, mais qui n'existe pas aujourd'hui, qui limite d'ailleurs leur réalisme d'arriver sur le marché de ces réacteurs. Mais on travaille d'arrache-pied avec eux pour pouvoir développer ça. Ensuite, sur le cycle du combustible, de quoi parle-t-on?
on parle d'approvisionnement d'uranium, de sa transformation, et puis ensuite du traitement des combustibles en fin de vie. Alors l'approvisionnement en uranium, qui est celui dont on parle beaucoup, s'appuie sur deux réalités, puisque c'est une matière première. L'une d'entre elles qui est une réalité géologique. Et alors là, la bonne nouvelle, c'est que de l'uranium, il y en a partout. C'est un élément naturel sur Terre, il y en a partout, absolument partout, même dans l'eau de mer. Ça ne fait pas forcément des mines partout, puisqu'il faut qu'il y ait eu des mécanismes de concentration, mais là aussi, bonne nouvelle, il y a de l'uranium un peu partout dans le monde, et aujourd'hui, vous avez des mines en exploitation au Kazakhstan, en Russie, en Australie, en Afrique, en Suède, au Canada, aux États-Unis. Je fais exprès d'être un peu long, mais c'est pour montrer qu'il y en a réellement partout. Et dans les pays que j'ai listés, vous voyez que vous avez des pays de l'OCDE et pas de l'OCDE. Donc, une réalité géologique, il y en a partout. Une réalité géopolitique, malgré tout, c'est que même s'il y en a partout, il y a des alliances à construire, puisque beaucoup des pays qui utilisent le nucléaire n'ont pas des grandes quantités d'uranium chez eux, et ont donc besoin, par de la diversification et des alliances, de sécuriser ces approvisionnements. Mais l'uranium n'est pas vraiment le sujet. Le sujet, c'est, dans l'autonomie et la souveraineté dans le cycle du combustible, c'est les étapes de transformation suivantes. C'est-à-dire les étapes qui vont permettre de purifier cet uranium et ensuite de l'enrichir. Et ces étapes-là font appel à des technologies qui sont en fait très peu répandues et très concentrées et très surveillées et très régulées, parce que ces technologies peuvent avoir un usage dual, c'est-à-dire que si vous l'utilisez pour faire de l'énergie, c'est bien, mais vous pouvez aussi l'utiliser à des fins bien moins louables. On est tous devenus des spécialistes de ça avec les bombardements récents en Iran. Et cette étape de transformation, assez souvent, et pour beaucoup de secteurs industriels, ce n'est pas celui dont on parle, mais c'est celui qui est clé. Si vous faites un parallèle avec les terres rares en fait ne sont pas rares. Il y a des gisements de terres rares un peu partout dans le monde, mais leur traitement, lui, est extrêmement concentré à 98% en Chine. L'uranium n'est pas une matière rare, par contre sa transformation est beaucoup plus concentrée. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une grosse partie est faite en France. Et quand on dit que la France est du coup autonome ou souveraine dans son domaine énergétique, c'est notamment parce qu'elle maîtrise ces étapes de transformation. Et ensuite, dans le long terme, malgré tout, vous pourriez vous dire, et si un jour l'uranium venait à manquer complètement, ou si la polarisation du monde faisait que l'accès à l'uranium deviendrait plus difficile, comment s'en sort-on ? Et c'est là que dans le long terme, il est important de miser sur les technologies de traitement et de recyclage des combustibles nucléaires. C'est une réalité qui existe déjà en France, c'est un choix de long terme en France. Aujourd'hui, une ampoule sur 10 en France est éclairée avec du combustible nucléaire recyclé. Je dis bien recyclé. Donc du combustible nucléaire sorti des centrales, retraité et recyclé. Donc c'est déjà un choix politique et historique en France, très fort. C'est également le choix historique de la Russie. C'est également le choix dans lequel s'engage la Chine. C'est également le choix fait par le Japon. Je vous ai cité toutes les grandes puissances nucléaires à l'exception d'une. Et les États-Unis, chez qui ça avait pendant longtemps été le tabou. Ensuite, c'est passé de la case, c'est plus le tabou, mais c'est pas la doctrine. Et dans les executive orders de Trump qui ont été signés au mois de mai, Trump a dit les États-Unis vont réétudier le traitement recyclage et sans doute se relancer à un moment ou un autre dans le traitement recyclage. Et vous voyez qu'en fait, tous les grands parcs nucléaires s'intéressent à ça. Alors pour conclure, je dirais qu'on comprend bien cette dimension stratégique, géostratégique et les choix faits par les pays. La France, et à travers la France, l'Europe, a une chance incroyable, c'est que la France a une entreprise, l'une des 2 seules entreprises du monde, qui maîtrise l'ensemble de ces technologies. Cette entreprise s'appelle Orano, que j'ai l'honneur de diriger. La deuxième entreprise dans le monde qui maîtrise l'ensemble de ces technologies, elle s'appelle Rosatom, et c'est les Russes. À partir du moment où on est la seule entreprise du monde occidental à maîtriser l'ensemble de ces technologies, ça veut dire qu'on est un réel atout pour notre pays, mais sans doute également un bon véhicule pour tisser des liens avec un certain nombre d'autres puissances, et en particulier les États-Unis, qui eux ne maîtrisent pas certaines de ces technologies. Merci Nicolas Maes. Je me tourne vers vous, Xavier Pichazik, parce que vous êtes président du directoire de RTE. C'est vous qui êtes en charge finalement aussi de cette transition, puisque avec les lignes haute tension, vous êtes au cœur d'un énorme programme de modernisation des lignes haute tension avec un programme de 100 milliards d'euros d'investissement à l'horizon 2040. Encore faut-il là aussi sans doute disposer de tous les matériaux nécessaires pour les câbles. Vous allez nous expliquer un peu comment vous voyez ce sujet. Oui, alors déjà, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Madame, en disant que finalement, quand on allait faire cette transition, donc on allait passer d'une dépendance à une autre.
Je ne suis pas tout à fait d'accord parce qu'en fait, ces questions d'indépendance ou de souveraineté, c'est souvent des questions d'intensité. On n'est pas dans un monde noir ou blanc et on sait que le monde blanc n'existe pas et que le monde noir n'existe pas. Notre dépendance en Europe de très grande intensité, c'est quand même notre dépendance au pétrole et au gaz. La France, qui est un pays qui consomme comparativement peu de gaz et peu d'électricité par rapport à ses voisins, est encore dépendante à 60% de l'énergie qu'elle consomme. Et c'est des matières premières, donc du pétrole et du gaz, qu'on n'exploite pas en Europe, un peu de gaz au nord. Et c'est d'abord ça qui nous rend très dépendants. Donc, on ne méconnaît pas que la transition peut en créer d'autres, mais simplement, il y a des questions de proportion qu'il faut qu'on ait en tête. Ceci étant dit, se décoller du pétrole et du gaz pour des questions économiques, pour des questions climatiques, mais aussi pour des questions de souveraineté, ça veut dire s'électrifier, et du coup, il faut un réseau. Alors, je vais juste vous dire comment chez RTE, qui sommes en charge, effectivement, vous l'avez dit, Patrice, de ce grand plan d'investissement, prend cette question de la souveraineté. Nous, on le prend de 3 manières. La première, c'est la souveraineté des matières premières. C'est essentiellement du métal. D'où vient ce métal? Si on a le temps, donc on se dira un mot de comment est-ce qu'on recycle. Et je suis d'accord avec mon voisin. Les terres rares, on en parle beaucoup. Ce qui est sur le chemin critique, ce n'est pas les gisements, c'est en fait la manière dont on les traite. Donc on se préoccupe de ça. On se préoccupe aussi de la souveraineté technologique. Lorsque vous êtes un opérateur critique comme nous, il faut que les technologies qu'on mette sur le réseau, qui est un objet très tech, on les comprenne, on les maîtrise. Je prends un exemple. Si on met du SI en open source, c'est mieux que de mettre du SI qui est une black box. C'est valable pour du SI standard, c'est valable pour de l'IA. Je fais une page de publicité. Au passage, on a lancé une initiative avec Clara Chapas tout à l'heure sur l'indice de résilience numérique des entreprises. Pour chacun se mesure, pour voir comment on est exposé à des tiers sur ces questions numériques. Donc ça, c'est vraiment la souveraineté technologique, maîtriser les technologies qu'on installe dans le pays. Qu'on les fabrique ou pas, c'est mieux qu'on les fabrique. Et la troisième souveraineté qu'on intègre à nous, c'est la souveraineté manufacturière. Où sont les usines qui fabriquent les équipements qu'on installe sur le territoire européen? Bien évidemment, si elles sont en Europe, c'est mieux, pour une bonne raison, c'est qu'on ne peut pas vous couper le robinet. Et ça, c'est important, c'est une souveraineté qui n'est pas souvent adressée. On peut penser le monde comme une usine monde. C'est un moyen de pression absolument considérable que le manufacturing soit concentré sur tel ou tel continent. Voilà les 3 manières qu'on a chez nous de mesurer nos différentes interdépendances et finalement notre souveraineté. Et c'est une question de protection nationale, c'est une question de souveraineté. Bien évidemment, si on a l'occasion, on se dira un mot de la manière dont on traite chacun de ces domaines souverains, les matières premières, la tech et le manufacturing, donc où sont les usines. L'association beaucoup. Sofia Wetmanska, vous êtes cofondatrice du Reform Institute, vous venez de Pologne, Witam. L'Europe vient de décider au mois de mai de limiter la dépendance au gaz russe. Enfin, l'idée, c'est de ne plus dépendre du gaz russe d'ici fin 2027, de ne plus avoir du pétrole qui arrive via la flotte fantôme russe, et aussi de limiter les contrats approvisionnement avec la Russie pour le nucléaire. Est-ce que c'est la bonne voie? Est-ce que c'est possible, surtout, d'y arriver? Thank you so much for having me. Merci beaucoup de m'avoir invité. Comme vous l'avez dit, je viens de Pologne, donc je vais apporter le plus d'optimisme possible, mais il y a des limites, bien sûr. Je pense que c'est possible. Ça reste possible.
Et si on avait eu cet échange sur la sécurité énergétique il y a 10 ans, la Pologne aurait été fière de sa réussite dans la diversification de ses fournisseurs de gaz naturel à travers les tuyaux baltiques et les terminaux de gaz naturel, etc. Et c'est un moment assez rare où on a priorisé le long terme sur le court terme et les gains. Donc c'est une belle réussite, je suis d'accord. Mais c'était une réponse qui a apporté des solutions à temps pour la crise provoquée par la guerre russe en Ukraine. Mais ce n'est plus une solution pour les problèmes à venir autour de la sécurité énergétique. Donc, l'idée de la sécurité énergétique dans les années 30-40 ne peuvent être atteints qu'à travers la diversification des sources énergétiques et la réduction d'une surdépendance sur les approvisionnements d'énergie fossile et l'investissement dans la diversification. Et c'est difficile, ça a ses propres problèmes, mais il faut faire une analyse coût-bénéfice. Le coût de la dépendance sur les énergies fossiles sont beaucoup plus difficiles, beaucoup plus onéreux que les coûts d'investir dans les renouvelables, la diversifier dans la mix énergétique. Et donc, il s'agit vraiment d'une analyse de coût-bénéfice et la confiance dans le long terme et sa durabilité et la résilience plutôt que des résultats à court terme. Je vais répéter certains aspects parce que moi, je vais me focaliser sur les aspects politiques, étant donné que je suis à la tête d'un think tank. Oui, le déploiement des énergies renouvelables, on a entendu parler partout, mais c'est associé avec des politiques telles que le processus d'octroi de permis et sa simplification. Si on y pense, en Pologne, on ne peut pas déployer les renouvelables si on devait le faire demain. Toute décision prise aujourd'hui produiront des nouveaux gigawatts en 2030. Donc, on ne pense pas à demain. Mais l'horizon, c'est une décennie. C'est ça qui est réaliste. Dans le processus d'octroi de permis sur lequel s'est concentrée l'Europe et le plan ramener l'énergie en Europe, c'est vraiment une priorité à travers l'Europe. Pas seulement en Pologne, mais à travers l'Europe. L'autre, c'est l'infrastructure. Le réseau, on a entendu parler du réseau. C'est un problème fréquent en Europe. En Pologne, il y a presque 7000 demandes pour se raccorder au réseau a été décliné en 1900 cette année. Donc, on perd des opportunités parce que les investissements sur le réseau n'ont pas rattrapé la cadence du changement. Donc, les solutions politiques de ce type peuvent nous aider à accélérer le processus. Et je pense que nous n'avons pas beaucoup évoqué l'efficience énergétique. Donc, l'efficience énergétique et le fait de diminuer la demande pour l'énergie. Donc, non seulement les standards pour les bâtiments, pour l'industrie, mais également les politiques telles que le système ETS 2. C'est comme cela que l'UE a l'intention d'introduire et avoir une désincitation des utilisations des énergies fossiles. Donc, il y a des investissements et des directions politiques que l'on peut employer qui fait que la sécurité énergétique deviendra possible. Et en dehors des politiques qui ciblent l'efficience énergétique, le déploiement des renouvelables, il faut également l'infrastructure. On a beaucoup parlé de la technologie dans notre échange, mais on n'a pas nommé le Clean Invest Deal comme l'un des leviers de ce processus de décarbonisation et pour ces technologies telles que les incitations fiscales, les subventions et tout soutien pour l'infrastructure pour nous aider à généraliser les panneaux solaires, les batteries, les pompes à chaleur, etc. Et donc, le Deal Clean Invest est un levier majeur si c'est déployé au niveau national de manière efficace. Et donc, ce n'est pas au niveau de la Commission, mais au niveau des États membres. Et c'est à eux de le mettre en œuvre de manière à apporter des bénéfices. Et dernier message dans ce contexte,
Ce sont des alliances stratégiques. Ce n'est pas simplement une question des alliances avec les partenaires de confiance, mais également le fait de comprendre que pendant longtemps, les États membres ont priorisé leurs propres bénéfices. Et il y aura toujours des incitations à faire passer des accords bilatéraux avec la Chine quand il s'agit de technologie ou toute autre décision bilatérale. Mais dès que l'on se rend compte que si on priorise l'angle européen, les bénéfices nationaux peuvent vraiment monter en puissance. Cela nous aidera à aller beaucoup plus loin. Et je pense que, par exemple, il y a eu l'annonce pour les technologies propres et ce hub créé par l'UE. Donc, c'est le même type de réflexion que pour le gaz, donc l'achat de gaz en commun. Mais maintenant, c'est une question de technologie. Donc, maintenant, on établit cela à travers l'Europe et les tierces parties en tant qu'Union européenne et ne pas négocier État à État. Cela peut nous aider à généraliser le processus de transition et nous amener à cette sécurité énergétique réaliste dont on rêve. Je vais lancer d'ailleurs le débat. Vous avez évoqué la question de l'efficacité énergétique. Je me tourne vers vous, Xavier Piéchassic. Anne Lauvergeon, dans un secret si bien gardé récemment, disait que notamment, par exemple, sur les centrales nucléaires, on pourrait produire plus d'énergie de façon plus efficace. Est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez ou pas? On pourrait faire mieux sur ce plan-là? Qu'est-ce que dit RTE sur le sujet? Je vais peut-être passer la parole à Nicolas sur les sujets nucléaires. Nous, on dit ce qu'on écrit. Le parc nucléaire français, aujourd'hui, produit 360 TWh par an. L'objectif, c'est de faire 400 TWh, comme il l'a fait historiquement, point. Je ne crois pas qu'il y ait de polémique à avoir. Historiquement, les 61 gigawatts installés produisent en moyenne produisent à peu près 400 TWh par an. Vous n'êtes pas sans savoir que le parc nucléaire français a connu un phénomène de corrosion sous contrainte compliqué à traiter. L'opérateur national est en train de le faire. Voilà. Nicolas Maes, vous partagez là cette analyse? Je ne vais pas commenter le livre de Madame Lauvergeon, si vous permettez. Par contre, l'objectif de 400 TWh a été reprécisé par Bernard Fontana, qui vient d'être nommé directeur général d'EDF lors de ses auditions. Il a été clair sur le fait que c'était l'objectif. La deuxième chose que je dirais, c'est qu'il faut se méfier des comparaisons. Le parc français a une spécificité compte tenu du très haut niveau d'utilisation du nucléaire en France. La façon dont ce parc est géré peut être différente de la façon dont vous le gérez quand le parc assure une toute petite part de l'électricité. Ouais. Et notamment, vous l'utilisez pour faire des modulations, ce qui n'est pas toujours le cas quand c'est une toute petite part de l'électricité. Brian McComb, vous voulez réagir sur cette question de l'efficacité énergétique? Oui, je voudrais commenter brièvement sur ce point. On peut toujours augmenter l'efficacité et on devrait toujours tenter de le faire avec des nouvelles sources de produits que nous achetons, l'insolation. Mais on ne peut pas sauver par la prospérité énergétique. L'abondance énergétique, ça veut dire une énergie, une prospérité. Donc c'est critique et c'est important. Il y a un coût en termes de ressources humaines et de matériaux et c'est ça qui vous rend compétitif. La pénurie énergétique, ça entraîne une pauvreté économique. Donc on ne peut pas trouver forcément le chemin vers Nirvana, mais je pense que l'efficacité énergétique est une option fantastique. Rapidement, sur l'aspect du prix raisonnable, il y a un aspect politique sur ce point. Donc, certains États membres, notamment, parlent des revenus émanant des ETS. Donc, si on peut dépenser pour soutenir les groupes vulnérables de la société et redistribuer les aspects de la politique de lutte contre le changement climatique. Donc, pour cela, ce qu'on pourrait faire, c'est d'atténuer cela par des mesures politiques appropriées avec des mesures de redistribution et les États membres doivent implémenter cela et doivent implémenter notamment ce plan sur le climat de l'Union européenne avec le Fonds du climat social. Dépendance. On a vu sur la question de l'uranium les difficultés en Afrique. Est-ce que vous avez souligné tout à l'heure le fait que de l'uranium, il y en avait beaucoup dans le monde.
Quels sont les pays sur lesquels vous pourriez aujourd'hui miser pour sécuriser les approvisionnements français? Aujourd'hui, nous sommes impliqués dans des mines en exploitation au Canada et au Kazakhstan. Nous l'étions au Niger, et effectivement, vous avez vu dans l'actualité qu'on est dans une situation assez délicate là-bas, délicate au point où elle est maintenant dans une situation d'arbitrage internationaux. Par contre, vous avez pu remarquer aussi que, contrairement à ce que pouvait dire la presse, la France ne s'est pas retrouvée dans le noir et que le coût de l'électricité n'a pas monté du fait de la perte du Niger. C'est avant tout un drame humain, mais le Niger représentait 3% de l'uranium mondial. Donc c'était en fait, d'un point de vue équilibre de la demande, un épiphénomène, mais humainement pour tous nos collaborateurs là-bas, une réelle difficulté. Ensuite, nous sommes aujourd'hui dans un programme de développement de projets en Ouzbékistan et en Mongolie, et également au Canada. Et puis, nous avons des activités d'exploration en Mongolie à nouveau, au Canada de façon très significative. Et puis, nous étudions l'opportunité de relancer de l'exploration dans quelques autres pays du monde. Donc, si je comprends bien, diversifier les approvisionnements, c'est ça, dans différentes zones du monde? Exactement, pour ne pas dépendre d'une seule zone. Et donc, on s'appuie là-dessus. Ce qui est important de comprendre aussi pour la France, c'est que la sécurité d'approvisionnement de la France ne dépend pas que d'Orano. En fait, nous vendons environ 50% de notre uranium à EDF, mais ce qui veut dire qu'on vend 50% de notre uranium à d'autres clients ailleurs dans le monde, des clients japonais, coréens, américains. Et puis, réciproquement, EDF source à peu près, ce sera à eux de commenter leurs chiffres, mais à peu près 50% de leurs besoins auprès de nous, ce qui veut dire qu'ils sourcent 50% de leurs besoins auprès de concurrents, mais c'est la bonne chose à faire, puisque ça veut dire qu'ils peuvent, par exemple, acheter de l'uranium à des mineurs qui sont présents en Australie, en Namibie, des pays dans lesquels nous ne sommes pas. Ce qui fait que l'approvisionnement de la France dépend de ce fait, on va dire, d'une dizaine de pays, alors que nous ne sommes impliqués que dans 4 ou 5 pays. Alors, gardez la parole juste 2 minutes. L'uranium enrichi, on dépend encore de la Russie. Qu'est-ce qui peut être fait pour limiter, voire ne plus du tout dépendre de la Russie sur ce sujet? Alors, ça dépend qui est. On dépend encore de la Russie. La France ne dépend pas de la Russie pour l'enrichissement. Nous avons sur le territoire national de quoi alimenter 90 millions de foyers. Ouais. Donc, c'est bien au-delà de ce qui existe en France. En fait, si on sait les États-Unis et l'ensemble de l'Europe, alors oui, lorsque la Russie envahit l'Ukraine, 30% de l'enrichissement acheté par les États-Unis et l'Europe vient de Russie, et il n'y a pas de capacité de substitution à ces approvisionnements russes. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le nucléaire civil n'est pas sous sanction, par exemple, parce qu'il n'y avait pas d'alternative. Contrairement au pétrole, vous pouvez aller l'acheter ailleurs. Et alors, ce qui peut être fait, c'est ce dans quoi nous sommes engagés, c'est d'augmenter les capacités en Europe et aux États-Unis. Nous avons lancé un investissement sur le site du Tricastin dans la vallée du Rhône pour augmenter de 30% nos capacités. C'est un investissement d'1,7 milliard autorisé par le conseil d'administration en octobre 2023 et qui produira ses les premières centrifugeuses seront en action mi-2028 à peu près. Et nous étudions l'opportunité de faire une usine d'enrichissement aux États-Unis, là également pour prendre la place des Russes. Donc il n'y a pas de contrats commerciaux avec Rosatom aujourd'hui pour Orano? Orano n'a pas de contrat avec Rosatom. De toute manière, Orano n'achète pas de l'enrichissement pour lui-même. C'est les électriciens qui achètent de l'enrichissement. Et Orano, aujourd'hui, n'a pas de lien avec Rosatom. Brian McCone, justement, sur cette question de la dépendance par rapport à la Russie, il y a une loi de 2024 aux États-Unis qui prévoit de se passer de cette dépendance. Comment est-ce que vous allez faire pour ne plus dépendre de la Russie sur ce sujet? Oui, merci pour cette question. Rapidement, nous allons nous retirer de nos infrastructures d'enrichissement. Elles sont grandes, mais elles sont inefficaces à l'aune des normes actuelles. Et il y a aussi le dividende de la suite de la guerre froide. On a acheté de l'uranium enrichi et il faut le sortir du pays. Mais ça, c'était une dépendance dont nous devons sortir. Le Canada va être une superpuissance en termes d'énergie et ça inclut également la capacité d'enrichir l'uranium et les États-Unis doivent investir également dans des centrifugeuses
pour augmenter sa capacité. Mais peut-être que vous pouvez nous sauver de nous-mêmes à cet égard, n'est-ce pas? C'est ce qu'on aimerait faire, bien sûr. Je refais en français pour la salle. Nous avons un projet que nous avons appelé Ike, comme Ike Eisenhower, et qui, s'il se matérialise, sera sur le site de Oak Ridge dans le Tennessee. Xavier Piéchazic, sur la question des métaux nécessaires à tous ces câbles de haute tension, est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin justement sur le programme que vous avez lancé ou que vous lancerez? Oui, j'ai tendu la perche tout à l'heure. On a dit qu'on parlait beaucoup des terres rares. Quand on fait finalement le coût global de la transition énergétique et de l'électrification de l'Europe et de la France, on voit qu'il y a finalement des métaux qui pourraient devenir critiques, qui sont des métaux de tous les jours. C'est en fait l'aluminium et le cuivre. Voilà. On n'en exploite pas forcément, on n'extrait pas forcément donc en Europe. On en produit en revanche. Nous, on a lancé des opérations de diversification. C'est qu'on discute avec nos fournisseurs pour savoir d'où ça vient. Hein, et on lance des programmes de recyclage. En fait, l'enjeu, c'est qu'on n'a pas de ressources naturelles de matières premières, ou en tout cas pas assez. C'est d'essayer de recycler un maximum. Et nous, on le fait typiquement sur les câbles pour insérer dans les câbles qu'on achète une part de métaux recyclés de nos anciens câbles. C'est pas si facile. C'est pas si facile sur le plan technique parce que pour transporter de l'électricité, il faut qu'il y ait une forme de pureté des métaux qui fait que le process est, du point de vue industriel, compliqué. On en est à 10%. On a donc un objectif de 30%. C'est aussi comme ça, en plus de la diversification des sources, qu'on arrive à réduire nos dépendances. Et là, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Les dépendances, c'est une question de diversification, certes, mais c'est une question d'intensité. Nous, on cherche la manière de faire baisser l'intensité de ces différentes potentielles dépendances. Est-ce qu'il y a en France ou en Europe justement des industriels qui sont aujourd'hui sur ce nouveau marché en fait des métaux recyclés, et est-ce que c'est un secteur qu'il faudrait développer? Oui, alors je vais les citer. Trimet, c'est en France, c'est en Tarentaise, je crois, c'est en Maurienne, pardon. Donc on travaille avec Trimet, on travaille avec Nexans. On implique des industriels français. On implique aussi des industriels français parce que moi j'ai la conviction que cette transition énergétique, elle ne se fera pas sans effort et qu'il faut que cette transition énergétique qui va générer beaucoup d'investissements, ça renvoie de la croissance sur la France. Ce que Nicolas va donc investir sur le territoire français, il faut que ça puisse créer des emplois en France. Ce que moi j'investis sur le réseau de transport d'électricité en France, il faut que ça puisse créer des emplois en France. Une forme de contrepartie que nous devons mettre en place. Alors c'est une contrepartie économique, politique et sociale, mais c'est aussi une manière de traiter notre propre souveraineté. Donc ça fait 2 en 1, c'est plutôt pas mal. C'est difficile à faire, mais on est sur le chemin. Nous, on se fixe typiquement des objectifs de fourniture de nos équipements, et vous imaginez que pour 100 milliards d'euros d'investissement, ça fait beaucoup. En Europe, 100%, et en France, supérieur à 50%. 100 milliards d'euros, ça va coûter cher aux consommateurs sur le plan final? Alors, ces infrastructures qui sont amorties sur longtemps, non, ça ne va pas coûter cher parce que les réseaux ne sont pas une part très déterminante dans la facture d'électricité. Et c'est un réseau qu'on mutualise pour tous les consommateurs et pour tous les producteurs. Hein. On ne va pas tirer des câbles par plaisir. Notre boulot à nous, c'est de faire un système économique, un système électrique qui soit optimisé du point de vue économique pour ne pas qu'on renvoie trop de coûts sur le consommateur final. Sur le moyen terme, la part réseau dans la transition prendra un peu plus d'espace sur la facture, mais aussi parce qu'on va savoir optimiser la production et pour faire baisser la part relative de la production. Je prends un exemple très simple. Lorsqu'en Europe,
on fait des ENR, il faut les accompagner de flexibilité. Unitairement, le coût de la production baisse parce que c'est pas très cher à construire, voilà, mais ça renvoie des coûts sur le réseau, donc ça veut dire que les systèmes s'équilibrent. Merci. Sofia Wetmanska, est-ce qu'il faut que l'Europe fasse de cette question du recyclage sur le plan énergétique une priorité, soutenir des programmes industriels? Est-ce que c'est déjà le cas? C'est déjà le cas. And to go back to, pour revenir à ce qui a été dit en termes des terres rares, c'est déjà ce qui a été proposé par la Commission. Il s'agit de proposer cela. Il s'agit de proposer une des sources. Et ce qui se passe en France, notamment, c'est un précurseur sur ce qui se passe dans l'Europe dans son intégralité. Donc, il y a des leçons à tirer et un transfert de connaissances à effectuer parce qu'il faut une approche d'économie circulaire pour augmenter les sources des terres rares, pour diversifier les sources d'énergie. Et je pense que c'est très important comme angle de discussion à maintenir et à alimenter. Pour revenir sur la question du recyclage d'énergie, il s'agit d'augmenter l'efficacité des processus et ça joue un rôle pour l'industrie et dans les secteurs à un niveau d'échelle plus large. Et surtout, si nous devons poursuivre dans cette voie de compétition, de concurrence élevée, voici le type de technologie que nous ne pouvons pas négliger en termes de transition énergétique. Donc, d'abord, il y a la dimension géopolitique de l'énergie circulaire qui doit être intégrée dans le cadre de nos discussions, et ça n'a pas eu lieu auparavant. Et également, l'efficacité énergétique, c'est aussi un aspect important au niveau industriel, et on ne peut pas le négliger non plus. Un sujet d'actualité, Bregan McCone, on a vu le bras de fer entre le président Trump et Volodymyr Zelensky sur la question des ressources minières avec l'Ukraine, tordant le bras ou essayant de tordre le bras à Volodymyr Zelensky pour s'emparer des ressources minières. Alors, deux choses, qu'est-ce que les États-Unis attendaient? Est-ce que les ressources minières de l'Ukraine sont si stratégiques? Et quand on regarde, vu d'Europe, les États-Unis, est-ce qu'on peut considérer que les États-Unis sont toujours véritablement un allié de l'Europe? Eh bien, je pense que les États-Unis sont toujours un allié de l'Europe, comme je l'ai commencé par le dire ce matin lorsque j'ai parlé au début de la conférence. Mais c'est un moment intéressant pour les relations entre les États-Unis et l'Europe. Nous allons aller au-delà de cela. Lorsqu'on regarde les agissements du président Trump, on ne peut pas s'arrêter sur ses premiers mots, qui dit « bon, je veux que vous trouviez vos propres armes ». Ça fait partie des tactiques de négociation, ce n'est pas très diplomatique, ça je le comprends. Le but, c'est de voir où va finir la conversation. Et avec l'Ukraine, finalement, ils ont signé un accord sur les ressources minières. Et c'était un jour important dans le bureau ovale. M. Zelensky devait venir à Lutzen pour délivrer aussi une allocution. Et il a été décidé de ne pas davantage exacerber la situation. Donc, quand il s'agit des terres rares, elles sont importantes. Elles sont extrêmement importantes pour la transition énergétique. Elles sont importantes également parce qu'il s'agit des matériaux que nous voulons fabriquer, notamment après 1945. Il y a des matières importantes que nous devons faire dans certaines zones. Et on doit aussi trouver ces terres dans des zones qui ne sont peut-être pas démocratiques. Donc, il serait utile de les trouver là-bas. Non seulement il faut en faire l'extraction minière, mais il faut aussi les traiter ensuite. Et ça, c'est aussi une autre gageure. Merci. Nous sommes en Europe, le marché de l'énergie, ce n'est pas une question nationale. Xavier Pieczazik, sur la question de l'interconnexion des réseaux, c'est une manière aussi de sécuriser nos approvisionnements. C'est une chance pour le consommateur? Ah oui, c'est une chance parce que c'est la première flexibilité. C'est le premier élément qui nous permet de gérer les pics et les creux sur les systèmes électriques. Vous savez que c'est ça qui peut coûter cher.
On peut mettre aussi des batteries, mais donc pour l'instant, c'est encore onéreux. Et donc, s'échanger de l'énergie, ça permet d'avoir une assiette plus grande, et donc ça permet de rendre tous nos réseaux flexibles en même temps, et donc c'est pour ça que c'est bien d'en faire. C'est aussi bien d'en faire parce que il peut y avoir des incidents industriels, et d'une certaine manière, la France a traversé en 2022-2023 une crise électrique lorsqu'il y a eu ce phénomène de la corrosion sous contrainte dont j'ai parlé. Pendant cet hiver-là, la France a été très importatrice, donc ça sert. Le reste du temps, il s'avère que la France est un pays qui produit une électricité plutôt de très bonne qualité, grâce au nucléaire d'abord, pas cher, très décarboné. Donc, en temps normal, c'est la France qui a tendance à approvisionner l'Europe avec de l'électricité décarbonée. C'est une bonne nouvelle pour le climat parce que cette électricité qu'on produit chez nous et qu'on exporte chez les autres, c'est autant de centrales à gaz et à charbon qui ne tournent pas chez nos voisins. Donc, c'est une bonne nouvelle pour la souveraineté de l'Europe parce que c'est de l'énergie qu'on produit sur notre sol. C'est aussi, je le dis parce qu'on n'a pas trop parlé, là, c'est quand même une bonne nouvelle pour le climat. Parce qu'en fait, quand la France produit de l'électricité nucléaire ou de l'électricité renouvelable et qu'elle l'exporte, 90 TWh l'an dernier, c'est gigantesque. Ça décarbone toute l'Europe. Sofia Wetmanska, vous voulez ajouter un point sur ce sujet? Je voudrais simplement ajouter que une autre source de flexibilité ou une solution vers cette sécurité énergétique, ce n'est pas simplement notre alliance avec les pays européens, mais aussi le fait qu'on est dépendant des systèmes d'énergie centralisés. On n'a pas parlé de ça. Dès que la guerre a éclaté en Ukraine, beaucoup de citoyens, en Pologne notamment, ont essayé d'avoir accès aux énergies renouvelables. Ça leur donnait un sens de contrôle et de sécurité. Donc, ça aide avec la perception de la décarbonation comme une source de sécurité énergétique. Et je voudrais rajouter que ça, c'est quelque chose qu'on a manqué de parler. Avant de laisser la parole à la salle. Yes, I just want to say very quickly. Oui, je voudrais dire, vous avez été trop généreux parce que la France a sauvé l'Espagne pendant 8 heures il y a quelques semaines et également a exporté de l'énergie en Allemagne quand les réseaux n'étaient pas prêts à le faire. Petite minute, si vous avez des questions dans la salle, il y a un micro qui va circuler, je crois. Ouais. Beaucoup de questions. Régis Baudouin, je voulais poser une question peut-être à l'ensemble du panel. L'électricité est plus chère, voire beaucoup plus chère en Europe qu'elle n'est aux États-Unis ou en Chine. Comment, dans ces conditions, peut-on envisager de baisser ce prix, notamment pour favoriser la réindustrialisation? On a parlé du raffinage des métaux, c'est une activité qui est très intense en énergie, et il est clair qu'on aura besoin d'une énergie et d'une électricité bon marché pour le faire. Donc j'aimerais bien entendre les réactions du panel sur cette question. Qui veut réagir? Xavier Pichasik ou peut-être? Et puis Bregan McCone, côté américain. Yeah, I go first. Je commence. Ce qui s'appelle la tarification carbone. Au-delà de ça, il y a donc un levier qui est efficace, c'est la fiscalité. Aujourd'hui, il y a une fiscalité relative entre les produits pétroliers, gaziers et ceux de l'électricité qu'on pourrait régler pour rendre la consommation d'électricité plus attractive. Vous avez raison de dire qu'il y a une différence de prix. En revanche, lorsqu'on regarde les coûts de production en Europe, les coûts de production de l'électricité sont plutôt faibles. Et donc en Europe, nous avons un enjeu, c'est que le fonctionnement du marché rapproche les prix des coûts. C'est ça qui se passe. Voilà. Alors effectivement, nous avons en Europe pris nos responsabilités et donc d'appliquer de la tarification carbone, puisqu'on a pris des engagements climatiques. Et donc effectivement, on impute à de la production d'électricité à partir de charbon et de gaz une forme de tarification carbone. Moi, je trouve que c'est très sain, parce que nous n'avons pas que des enjeux de souveraineté à gérer, nous avons aussi des enjeux climatiques.
sur lesquels il faut qu'on prenne nos responsabilités. J'ai fait une bonne introduction pour mon voisin des États-Unis. Oui, très rapidement pour qu'on laisse au moins une autre question. Yes, we are very sure. Oui, bien sûr. Je ne peux pas trop rentrer dans le sujet, mais je peux vous parler de la réforme du marché et d'une réglementation qui serait très utile. Merci. Il nous reste 20 secondes. Ouais, c'est bon. Oui. Yann Carmot, bonjour, merci. Ma question porte sur l'approvisionnement. Vous avez cité des pays dans lesquels actuellement l'approvisionnement était prévu ou planifié. On parle du Canada, du Kazakhstan, Mongolie, Ouzbékistan. Ce sont des pays qui sont dans des sphères d'influence proches, on va dire, entre les États-Unis pour le Canada et puis la Russie et la Chine. On prévoit mondialement une hausse de la construction des centrales nucléaires, donc probablement une hausse de la consommation nucléaire. S'il devait y avoir un stress sur la demande, est-ce que nous, Français, assez loin de tout ça, on est sûr d'être bien approvisionnés? Nicolas Maes. Dormez tranquille, citoyens. On ne va pas manquer d'uranium à court terme. Aujourd'hui, si vous prenez le cas d'Orano, 60% de nos approvisionnements viennent du Canada. Alors on peut dire que c'est sous influence US, mais les US, c'est quand même pas devenu des ennemis. On a des difficultés à se parler, mais ça reste quand même des alliés à la base. Première chose. La deuxième chose, c'est que à court terme, cette réalité géologique dont je parlais et cette répartition dans le monde fait qu'il n'y a pas de souci. Il y aura des alliances qui vont changer, mais il y aura la quantité d'uranium. Dans le très long terme, c'est une question, évidemment, et c'est là que l'ensemble des grands parcs nucléaires aujourd'hui font le choix du traitement-recyclage. J'en parlais tout à l'heure, c'est déjà une réalité en France. 10% à peu près de l'énergie de l'électricité nucléaire est fait avec des combustibles recyclés. En fait, en utilisant encore plus l'uranium recyclé à technologie existante, on peut monter à 25%, ça se fait certaines années. Ensuite, il y a une étape d'après qui permet d'aller à 40%. Et le monde idéal, qui est le monde dit de la fermeture du cycle pour les spécialistes, permettrait de faire tourner un parc nucléaire en France à 100% à partir de matières déjà présentes sur le territoire. Ça, ce n'est pas pour aujourd'hui, c'est pour la fin du siècle. Donc 10%, c'est du 2025, 25%, c'est du 2030, 40%, c'est du 2040, et 100%, c'est la fin du siècle. Nicolas Maes, merci. Ce sera le mot de la conclusion. Merci Valérie Mignon, merci Brigade McCone, merci Xavier Pichassik et merci Sofia Vetmanska d'avoir participé à cette table ronde.